Salut Jean-Baptiste. Salut Benjamin. Écoute, merci d'avoir accepté de participer à ce Data Summit. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi parce que ça faisait un moment que je te suivais sur LinkedIn sans avoir pris le temps, entre guillemets, de faire connaissance ou de creuser un peu plus ton parcours. C'est d'autant plus intéressant qu'en fait, je pense qu'on habite à moins de 2 kilomètres l'un de l'autre ou quelque chose comme ça, parce que tu es lillois aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, et Euh, on s'est raté à un certain nombre d'afterwork Malte. Voilà. oui, ouais, c'est vrai que j'en ai fait deux ou trois cette année parce que j'étais en mission avec eux. Je ne le suis plus, mais je vais être invité. Peut-être qu'on pourra se recroiser là-bas. Et puis c'est intéressant parce que donc toi, tu as une expertise assez solide en data engineering. Et tu fais partie des rares francophones à oser parler publiquement de TJM et de salaire et de choses comme ça. C'est des choses qui Moi, sont je savais parce que pas. ça permet de... Hein? Je savais pas vraiment. Enfin, Ah oui, tu me diras, c'est un peu tabou, ouais. ouais, en fait, ça dépend. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui, toute la journée, sont en train de dire qu'ils font 10K ce mois-ci ou 30K ce mois-ci ou je sais pas quoi, mais eux, en fait, c'est plutôt dans la sphère marketing ou dans la sphère, ouais, je dirais la sphère marketing essentiellement. Par contre, tout ce qui est la sphère tech, c'est beaucoup plus rare. Euh, et je pense que c'est dommageable. Je pense qu'il y a un peu une hypocrisie autour de ça, parce que même aux États-Unis d'ailleurs, où pourtant c'est un pays beaucoup plus ouvert sur la question, moi j'avais vécu un an aux États-Unis et il y avait à l'université où j'enseignais, j'avais un collègue qui m'avait expliqué que tu pouvais aller à la library, enfin à la bibliothèque, bibliothèque universitaire, et il y avait un registre de tous les personnels de la fac et de combien ils gagnaient. Alors que, bon, en France, un truc pareil, ça n'existe pas, évidemment. Hmm. Et donc, aux États-Unis, pourtant, où ils ont cette culture-là, même dans la tech, il y a beaucoup de sites un peu anonymes où les gens ils partagent leurs entretiens d'embauche. Tiens, j'ai été pris chez Google, j'ai utilisé telle stratégie, machin. Ces sites-là sont très, très, très visités. Et personne ne met jamais son nom dessus. C'est un peu particulier. Et donc, en France, ouais, il y a un peu je sais pas, les gens disent que c'est un tabou français, je suis pas entièrement sûr. Parce qu'il y a plein de Français qui sont très à l'aise avec ça, et il y a plein d'Américains qui sont très à l'aise avec ça, et il y a aussi plein d'Américains qui ne sont pas à l'aise et plein de Français. Donc je pense que c'est plus lié au domaine dans lequel tu travailles, peut-être. Mais en tout cas, tu as fait des postes assez intéressants où tu racontes comment tu as réussi à voilà, trouver telle mission avec tel salaire ou avec tel TJM plutôt, puisque tu es en freelance. On va pouvoir peut-être parler de tout ça. Et avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore? Ouais. Bah, écoute, j'apprends. Je pensais pas être le seul à parler de ça. Après, j'ai fait ouais quelques posts. Mon objectif, ce sera pas d'en faire non plus 50 000 parce que je sens que si j'en fais trop, ça va trop gêner les gens. Bref. Euh, Ouais, mais t'es pas le seul, t'es l'un des seuls. Mais, ok. Alors, il y aurait plein de façons desquelles je pourrais me présenter, mais en restant simple, on va dire que j'ai 8 ans d'XP en entreprise dans la tech. J'ai commencé en tant que software engineer. Ma compétence principale, c'était le langage Python, et j'ai fait une espèce de changement de sel il y a quelques mois, années, dans la data engineering. Et pour des raisons qu'on peut imaginer, enfin, beaucoup de gens parlent de la porosité entre software engineering et data engineering. Bah, ça s'est plutôt bien passé, et moi, j'adore cette transition. Voilà. ok. Donc data, Et toi, donc c'est il y a combien de temps cette transition? c'était 2020, c'était il y a un an et demi, je pense, 2 ans, je sais pas. Ok, ok, on va dire 2022 pour faciliter le calcul. Donc, tu as fait 6 ans de software engineering. Ensuite, on va dire, tu es à peu près à 2 ans de DE. C'est ça, mais Comment tu t'es retrouvé déjà à faire du software engineering? euh, c'est marrant parce que à la base, je voulais plutôt faire du réseau et du système, mais je sais même plus exactement pourquoi j'ai fini par me retrouver à faire de l'ingénierie logicielle. Alors là, je sais plus. Là, tu me poses. Ouais, du coup, c'est un peu le Mais hasard un peu le hasard des ouais, c'est ça. professions et tout ça, mais au-delà de ça, enfin, donc toi, tu as fait un parcours plus classique, école d'ingé, etc. C'est pas une reconversion ou Ah oui, ça. oui, oui. Ah oui. Non, par contre, ouais, il y a un truc dont j'étais à peu près sûr depuis que j'avais 10 ans, c'est que travailler dans la tech, ce serait ma carrière, quoi. Euh, D'accord. quand j'ai, quand j'avais 10 ans, mes parents m'avaient dit, bon, cet été, tu pars en colo, t'as le catalogue, tu choisis la colo. Et en fait, j'avais choisi celle sur laquelle il y avait un atelier de création de jeux vidéo, tu vois. Donc, moi, ça m'a un peu suivi
je savais que ce serait la tech, je savais pas exactement quoi. J'ai fait une école d'ingé. À la base, je savais même pas trop ce qu'il fallait faire plutôt une école d'ingé ou un DUT, tu vois. Bon. Si c'était à refaire, d'ailleurs, je le referais. Je referais une école d'ingé. Laquelle exactement n'a pas beaucoup d'importance, je pense, mais ouais, Et c'était une école d'ingé généraliste ou une école d'ingé code? ouais. Généraliste. Moi, j'ai fait une prépa intégrée parce que j'avais vaguement compris en sortie de lycée que, bah, en fait, je savais déjà ce que je voulais faire. Je savais que ce serait la tech. Et j'avais cru comprendre que les prépas maths ou je sais pas quoi là, c'était beaucoup trop compliqué pour beaucoup trop relou pour pas beaucoup de résultats. Parce que derrière, ça t'ouvrait juste plus de portes. Mais moi, je savais déjà quelle porte je voulais ouvrir. Donc voilà. Et d'ailleurs, au lieu de ça, ça m'a permis de faire pas mal d'autres activités. Notamment, j'ai passé beaucoup de temps dans les assos étudiantes de Télécom Lille à l'époque. Et ça m'a porté sur toute ma carrière. Je regrette pas du tout d'avoir passé 5 ans dans ces assos étudiantes. J'ai fait aussi, c'était une école d'ingé qui avait 2 ans de stage sur les 5 ans d'études. C'est à peu près un rythme apprentissage, quoi. Mmh. L'apprentissage n'est pas très valorisé en France. Et en réalité, je pense qu'il y a des très bons profils qui sortent de ça et juste, en fait, ils ont pas le diplôme de, je sais pas, Polytechnique, Ouais. alors qu'en réalité, ils s'en sortent bien mieux en entreprise que les Polytechniques. Ouais, c'est intéressant, parce que ouais, alors ça, j'en avais vu un exemple quand je travaillais, bon, peu importe l'entreprise, mais on avait reçu deux stagiaires, un qui venait de, comment ça s'appelle cette école où ils font que du code là tout le temps, 42. non, c'est pas celle-là, c'est, mince, Euh, les noms, c'est une ça va me revenir. Bon, c'est une école très axée tech où les étudiants, ils suivent les cours par eux-mêmes, il y a beaucoup d'autonomie, ça va me revenir et l'autre, elle avait fait une école d'ingé, tu sais, une vraie école c'était Centrale Banque, je crois qu'elle avait fait et en fait, la différence entre les 2 c'est que lui, dans leurs cours, il codait toute la journée. Elle, ils avaient eu des cours de fraisage, des cours de tu vois, des trucs de machin industriel et tout ça parce que c'est ingénieur généraliste et donc in fine, elle s'était pointée, elle nous avait dit: «Ouais, je viens de Centrale Nantes», je crois que c'était Nantes. Elle avait dit un jour, elle nous avait dit: «C'est l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France». C'est genre ouais, genre et pendant ce temps-là, l'autre qui était dans son école privée, certes un peu chère, mais qui où les gens ils ne s'auto-octroient pas un prestige, un peu indu. En fait, lui, il a fait un super stage, il nous a sorti des c'est à l'époque où sur GCP, il y avait même pas les notebooks, tu vois? Donc tu voulais coder un truc, il fallait, toi-même, créer une VM et puis aller, mettre une image dessus et lui, il nous a sorti des images Docker, machin, prêt à l'emploi pour, générer, quand on voulait des VM, enfin, tu vois? Aujourd'hui, ça se fait en 3 clics, mais à l'époque, c'était non trivial, tu vois? Et lui, il nous avait fait ça. Elle, en 6 mois de stage, elle a fait littéralement, pas grand-chose et je me rappelle son, sur ses diapositives de présentation de son projet, elle avait mis une diapositive résultat et il était écrit sur la slide: «Qui vivra verra». Et tu te dis: «Bon, OK», donc tout ça pour dire que ouais, effectivement, comment dire? Ouais, c'est pas parce que tu as pas fait, la super école, la super suite que tu es forcément, incompétent et vice versa, quoi. Tu as mentionné un truc intéressant, les actions étudiantes m'ont porté. Qu'est-ce que tu entends par porter? Tu as ah trouvé bah, ça dans ton boulot, c'est ce que tu as fait techniquement dans ces assos qui t'a aidé sur le terrain? C'est quoi le ce qui t'a apporté? j'ai passé 4 ou 5 ans dans la junior entreprise de l'école. J'étais dans l'asso qui gérait le réseau étudiant de la résidence étudiante. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais refait l'intranet des élèves, donc en gros, tout le système de chat et de groupe et de partage de fichiers. OK. Enfin, en fait, je suis arrivé dans mon premier emploi et en fait, je savais déjà faire pas mal de choses. Parce que, Donc ouais, donc quand tu voulais dire que ça t'a apporté, c'était surtout techniquement, c'était pas genre, en termes de réseau, j'ai trouvé des missions ou les deux. Enfin, les deux parce que si je repense aux stages dans lesquels je suis allé, c'était grâce à ces personnes-là qui étaient dans les assos étudiantes, les anciens, qui m'ont donné voilà, des portes, etc., etc. Non, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mm. ouais, mais c'est assez intéressant parce que, c'est un truc qui est sous-coté ou sous-exploité, je pense, par les techs. Le fait d'aller dans un meet-up, le fait d'aller dans un
Heu, Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire des compétitions sur Kaggle, bah, tu vois, j'étais un peu en solo. Tu vois, c'est chiant, ce qui est cool de trouver d'autres gens qui font de la tech à Lille et puis on se fait une petite équipe en mode, tu vois, guerre fluide et puis, en avant on fait une compétition de code, tu vois? Et donc pour faire ça, je m'étais dit: «Bah, tiens, je vais créer juste un petit groupe» et j'ai contacté, l'équipe qui gérait le meet-up, Lead Big Data et Machine Learning et Mmh. c'est comme ça que j'ai rencontré Morgane et d'autres. Et en fait, ils m'ont dit: «Ah bah nous, parce que je leur ai dit: «Bah, vous avez déjà une mailing list avec des gens intéressés par la data et moi je peux faire un truc». Ils m'ont dit: «Ah bah cool, nous on voulait organiser une masterclass machin». Donc, tu vois, masterclass, c'est un bien grand mot, tu vois? Mais, on va juste coder quelques zones de run et voir si ça permet de grimper dans le classement des connexions. Arrivé là-bas, j'ai fait quelques intros à FastAI et puis à PyTorch, et au deep learning et cetera. Puis il y a des étudiants qui m'ont dit: «Ah c'est trop bien et tout, faudrait que vous postuliez, dans notre école». Je fais: «Bah, je sais pas comment postuler dans votre école, ni rien». Elle me dit: «Ah, on va vous donner notre contact et tout». Donc j'ai postulé dans l'école et je me suis retrouvé à donner des cours dans cette école-là. Juste parce qu'en fait, c'est pas tout à fait du réseau, enfin, c'est du réseau que c'est un peu déclenché comme ça. C'est vrai que le réseau, c'est pour ça que c'est intéressant que toi t'en parles, parce que c'est finalement, c'est peut-être quelque chose de pas assez exploité, de pas assez utilisé, de pas assez travaillé Si, par les ouais, après je pense que les gens, ils ont un peu la flemme et qu'en fait, c'est au dernier moment, quand ils sont au pied du mur, qu'ils se disent: «Ah, ce serait bien que j'ai un réseau». Donc en fait, ils sont passés, bah, je sais pas, 3 ans à pas travailler leur réseau, à faire quoi? Rien, à faire rien du tout. Donc oui, c'est un peu, genre: «Ah, j'ai besoin d'un taf, du coup, je vais dans un meet-up en espérant trouver un taf». Mais ça marche pas comme ça. ouais, c'est ça, ouais. En Ouais, général, le réseau, ça c'est, si des gens s'intéressent à avoir un réseau, il vaut mieux, quand tu le crées ton réseau, ne rien avoir à demander aux gens. Ce sera beaucoup plus puissant. exactement. Sinon, mmh, Sinon, bah, si tu ça peut faire commences par la à force. rentrer dans un réseau, non, c'était sous-entendu, bah, si tu rentres dans un réseau en disant, «Je cherche un travail», en fait, enfin, tu vas pas forcément être, aussi bien reçu que si tu disais: «Ah, bah, je m'intéresse à cette compétition Kaggle. Est-ce que toi aussi?» Enfin, j'en sais rien en fait, mais, Ouais, ouais. il y Non, a mais il y a plein d'autres manières de ouais. mmh, Ouais, je suis entièrement d'accord et je pense que je l'ai vu aussi en politique parce que moi, à la base, j'avais fait Sciences Po, j'avais pas fait un diplôme de d'ingé, c'est une reconversion. Quand j'étais en politique, il y a tout un tas de gens, ils se sont inscrits, à l'époque au Parti socialiste parce que moi, j'ai fait Sciences Po à Lille et c'était l'époque où à Lille, bah, la mairie, c'était, Martine Aubry, donc PS, le département, c'était PS. Tous les députés, ils étaient presque tous élus du PS dans le département. Donc bref, c'était PS partout, quoi. Le département, le conseil régional. En fait, tu voulais un job, il fallait être au PS. Concrètement, et j'en ai vu plein qui ont attendu, genre, ils se sont dit, tiens, ah bah, il me faut un job, donc ils vont s'inscrire. Et bon, ce qui est triste, c'est que pour eux, en fait, il y a tellement peu de jeunes que de toute façon, ça a marché. Mais bon, tu les voyais venir, quoi. Et c'est vrai que c'est mmh, toujours un peu le cas. Mais en tout cas, ceux qui se sont pointés en cherchant activement un job, ça n'a pas trop marché. C'est plutôt ceux qui se sont inscrits, tu sais, pour être un peu connus comme ça et puis pour discuter, des vraies discussions. Et ensuite, on leur va dire: «Bah, tiens, ça tombe bien, on cherche quelqu'un». Et donc je pense que de oui, manière voilà. générale, de toute façon, quand tu cherches à ramener la couverture à toi, ben, il n'y a pas de raison que les personnes en face t'apprécient plus que ça. Oui, non, mais enfin, ce que tu as dit, c'est intéressant, c'est qu'en gros, tu as dit: «Les gens parlent et finalement, c'est en face qu'on te propose des choses». Et ça, en fait, c'est la meilleure façon de solliciter ton réseau. C'est juste de parler, de décrire ce que tu fais, là où tu en es et cetera. En fait, c'est en face à te proposer des choses. Mmh. Mais c'est sur le temps long, ça voilà, bref, le réseau. Mmh. Ouais, c'est intéressant parce que même chose là, donc on peut rebondir peut-être là-dessus. Parler et écrire ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire savoir que tu es en train de faire quelque chose. Oui. Donc toi, par exemple, là, tu le fais en ce moment sur LinkedIn où tu es quand même bien monté, tu es à 13 000 abonnés là, un peu plus peut-être, pas loin de 15 000. Et donc en gros, tu documentes un peu ton parcours. Donc c'est hyper intéressant, heu, parce qu'il y a un peu cette notion de: «Si je travaille bien, ça devrait être remarqué tout seul sans que j'ai rien à faire». Et je sais Ah! pas, tu vois? Ah oui, mais non, Voilà, ça ouais, marche non, pas. Ouais. justement. J'en avais fait les frais, ça, enfin, ah ouais, ouais. Et dans quel sens? Oh bah, oui, en fait, j'ai justement dans ce piège-là de se dire, «Ah bah, c'est bon, je fais mon taf bien». En fait, j'ai même pas besoin de le dire, les gens sont censés le remarquer, quoi. Et en fait, non, pas du tout, non,
Oui, en partie, mais pas. Quand tu dis que t'en as fait les frais, tu as un exemple en tête particulier de Ouais, tu voulais négocier une augmente ou un truc comme ça? ouais, bah après, je vais pas forcément nommer enfin les gens, mais oui, Ouais, bah mais un cadre, typiquement, tu vois? Dire, ouais. ouais, c'est ça, bah négocier une augmente ou demander même des choses, ouais, enfin négocier en règle générale, tu vois, que ce soit une augmente ou Ouais. autre chose. Et Ouais, non, les gens, ouais. Alors excuse-moi, des fois je te coupe, mais en fait, il y a juste vas-y, vas-y, ouais. du coup, j'ai l'impression que ta phrase est finie, du coup, je démarre ma phrase, mais en fait, non. Et donc, ouais, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que je crois que je crois qu'elle s'appelle Sophie Turner, la fille qui joue, l'actrice qui joue Sansa Stark dans Game of Thrones. Et elle avait expliqué, elle OK. dit, bah, moi, l'une des raisons pour laquelle j'avais été prise, c'est parce que j'étais déjà suivie par pas mal de monde sur Instagram. Et elle disait, c'est Ah, injuste. Elle disait, c'est injuste, ça devrait pas être comme ça, mais pourtant, c'est le cas. Alors, ah ça oui, marche pas pareil dans la tech, parce que pour les films, bah, les gens qui suivent une actrice, ils vont avoir tendance à avoir envie d'aller voir le film. Donc, il y a un vrai enjeu marketing, une raison marketing. Dans la tech, c'est pas parce que moi, j'ai 50 000 abonnés sur LinkedIn que je vais mieux coder ma pipeline de données chez le client. Donc, il y a pas une incidence directe sur l'employabilité. En revanche, le fait de documenter son parcours et de dire, tiens, j'ai été capable de résoudre tel problème pour tel client, bah, s'il y a un autre client qui passe par là qui dit, bah, j'ai exactement le même problème, bah, là, pour le coup, là, ça match. Et c'est vrai que, et donc, on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est à cause d'Internet, la bonne vieille époque où on est vraiment reconnu pour son travail et tout ça. Et en fait, allez lire l'autobiographie de Benjamin Franklin. C'est quelqu'un qui travaillait très dur. Il était imprimeur, donc il se levait très tôt le matin pour faire son imprimerie, et puis c'est tard le soir, et il s'arrangeait pour faire une page par jour de tous les bouquins qu'on lui demandait de faire, ce qui à l'époque était énorme. Et il disait, ça suffit pas. Et donc, il avait fait exprès de laisser sa roue. Il avait une charrette et il avait une roue qui grinçait. Il avait fait exprès de la laisser grincer. Comme ça, tout le monde à Philadelphie entendait que, ah tiens, c'est Franklin, il est déjà debout à 7 heures du matin avec sa charrette en train de. Il faisait savoir que il était très travailleur, tu vois. Et je pense que c'est vieux comme le monde, en fait. Il faut pas croire parce que les gens, ils ont leur vie, ils sont pas constamment occupés à essayer de regarder ce que tu fais et à voir si tu travailles bien ou pas. Si tu travailles bien, mais en fait, ce qui est dommage, en fait, c'est que si tu travailles bien, ça ne se remarque pas. C'est seulement quand tu travailles mal que c'est alors je intéressant. je sais pas si c'est lié à la tech, je rebondis, alors je sais pas si c'est lié à la tech parce que les gens sont peut-être plus, rationnels, mathématiques, tu vois? Enfin, c'est plus ces profils-là. Bah, du coup, ils vont avoir tendance à rejeter ça, à rejeter, la forme de popularité qui est plutôt liée à de l'irrationnel. Et c'est vrai qu'il y a de l'irrationnel dans le fait que, avoir beaucoup d'abonnés sur un réseau social, ça permet d'avoir, des missions qui sont peut-être plus intéressantes et que tu es peut-être pas la personne la plus qualifiée dans l'absolu. Mais comme tu es la plus visible, tu as plus de chances. Et ça, je le vois régulièrement avec à la fois des gens qui sont, mes pairs, tu vois? Ou des décideurs. Il y a quand même pas mal de gens qui sont, comment dire? Dubitatifs par rapport à ça, qui prennent leur distance, qui disent: «Bah, attends, mais je comprends pas là, le mec il a 30 000 abonnés, en fait il est pas meilleur que nous quoi. Ouais. Même moi, je m'en sors mieux que lui, tu vois?» Bah oui, mais ça marche pas comme ça. Enfin, bah, si c'est ce que tu penses, très bien, mais mmh, Ouais, puis meilleur, ça veut rien dire. C'est tellement multidimensionnel ce qu'on fait que oui, mmh, t'es peut-être meilleur que moi en Python, mais pas en Git ou vice-versa, tu vois. Moi, c'est très rarement arrivé que j'arrive dans une team où il y avait un gars qui était meilleur que moi en tout. Par contre, j'ai toujours été dans des teams où il y avait toujours un gars meilleur que moi en quelque chose. mmh. Il y avait toujours un gars meilleur en SQL ou meilleur en Python ou meilleur en Terraform ou que sais-je. Mais par contre, c'est assez compliqué, je pense, d'arriver et d'être le meilleur partout. J'ai jamais connu un gars qui était légendaire à tous les niveaux. On a tous des points forts et des points faibles, et c'est pour ça qu'on a besoin d'équipes entières pour gérer tous les problèmes de l'IT. Mmh. Donc la personne qui dit ouais, je suis meilleur que lui, ça veut rien dire meilleur, meilleur en quoi, meilleur par rapport à quel truc. Tu vois, Non, ça mais tu sais, tu as des gens qui non, mais tu mets plus de temps. Enfin, tu vois, c'est quoi la métrique pour mesurer meilleur? Ça n'a pas tellement de sens. Le vrai seul truc, c'est est-ce que tu arrives à finir les tâches qu'on te donne, quoi, dans un temps relativement honorable. Et ça, bah, en fait, il y a pas vraiment de bonne manière de mesurer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant de mal à faire des entretiens tech dignes de ce nom, quoi. Parce que bah, les entretiens tech, ça peut être du live coding, mais en fait, est-ce que ça mesure vraiment bien les choses? Parce que tu peux avoir un gars qui code très très bien, mais il est stressé quand tu le regardes. Donc, mesurer tout ça, c'est compliqué. D'ailleurs,
Est-ce que du coup, tu peux enchaîner un petit peu? Parce que donc là, on a parlé de ton expérience d'école et du fait que tu as fait beaucoup d'assauts et que ça t'a donné un réseau et tout ça, donc ça, c'est très intéressant, pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que, et du coup, en sortant de ces écoles, tu as commencé dans la tech en software engineering et tu as bifurqué vers le data engineering il y a 2 ans. Comment ça s'est passé, cette bifurcation? Parce que tu as passé des entretiens, tu as dû te Bah, convaincre. non, c'était par opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, Ok. moi, à la base, je voyais pas forcément d'un bon œil la data, enfin, parce que Python, c'est un langage que, pour le coup, ça, c'est quelque chose que, tu vois, si jamais je devais refaire de zéro, je pense qu'il y a un truc, je pense qui serait important, c'est de conserver une compétence sur laquelle tu peux cumuler d'années d'expérience. Et moi, pour le coup, c'est le langage Python, et c'est ça qui a fait, en fait, que tu vois, quand je me repasse le film de pourquoi est-ce que j'ai été pris dans chacune de mes missions, c'était systématiquement euh, pour ce combo, tu sais, enfin, pour ce strike là, d'années d'expérience sur Python. C'est pour ça qu'on est venu me chercher, même si, même si concrètement, euh, enfin, au quotidien, c'était pas forcément ce sur quoi je passais le plus de temps. Peut-être c'était sur un framework comme Airflow, peut-être c'était sur GCP, peut-être c'était sur autre chose. Mais à chaque fois, ce qu'on venait chercher, c'était cette compétence. Et donc, voilà, si je devais le refaire, je prendrais une compétence et j'essaierais de cumuler des années d'XP sur cette compétence. Euh, euh, mais par contre, sans forcément renier les compétences à côté. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, bah, tu le disais, hein, il y a voilà, SQL, Terraform, Git, je sais pas quoi. En fait, tu vas constamment être confronté à plein de technologies et particulièrement dans la data, je trouve, plus que dans le software. Dans le software, souvent, tu vas avoir un langage principal, peut-être un framework avec lequel tu vas travailler. Mais dans la data, en fait, c'est enfin, c'est je sais pas comment dire, mais en gros, il y a une liaison forte entre le fait d'avoir plein de technologies interconnectées et la data, plus que dans d'autres industries tech. Ouais. Du coup, faut pas renier les autres compétences, voilà, mais en avoir une. Et attends, et ta question, c'était comment ça s'est passé? Bah voilà, comment ça s'est passé? Je finissais une mission et bah voilà, enfin ça devait se terminer quoi. Et on m'a dit bah attends, en fait là il y a une opportunité là sur un sujet data, est-ce que tu la prends ou pas? Bah, Alors, à l'époque, allez. t'étais quoi? T'étais en consultant ESN, et donc c'est ton commercial qui t'a dit, il y a un truc là, non? Non, j'étais déjà en free, j'étais déjà en, Non, freelance, ok. en indep, ouais. Et en gros, il y a eu un moment donné dans la mission où, bah, voilà, est-ce que t'es intéressé? Bah, on a un sujet, on a plus de sujet software, mais on a un sujet data. Est-ce que tu le prends ou est-ce que Ah, tu le alors, prends au pas? sein de la même entreprise, donc. Oui, bah oui, oui. D'accord, ok, ok, clair. Ok. Mm. En fait, moi, finalement, mon histoire est composée de plein d'opportunités de portes que j'ai prises. Et je pense que c'est ça aussi, si je devais le refaire, tu vois. euh, je pense que j'essaierai de créer des opportunités. Enfin, pas forcément de forcer une carrière, mais de créer des opportunités. Et quand elles se présentent, quand les étoiles sont alignées, bah, de prendre cette porte. Donc finalement, là, ce jour-là, pour le coup, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, la data, c'est pas le truc que je préfère, mais c'est une mission qui est assez courte. Donc en fait, ça me permet de mettre un pied dedans, de voir ce que c'est, et on verra bien, quoi. Et en fait, trop bien. Enfin, j'ai adoré, ça a été un super résultat, les gens étaient trop contents. Et suite à cette expérience-là, qui a duré quelques mois, et ben, j'ai eu une autre opportunité, pareil, dans la data. Euh, En gros, bah, avec cette compétence sur le langage Python, l'amener dans une équipe data. Et du coup, bah, allez, on recommence, quoi. Et en fait, Et à chacune de tes expériences, t'as eu on t'a demandé de passer des entretiens un peu techniques en Python pour s'assurer que ça allait, ou non. c'était vraiment au réseau, au fait que tu avais bien géré la mission précédente? Bah, tu vois, c'est marrant parce que ça fait 1, 2, 3, 4. Les... Je pense que ça fait à peu près 4 missions là que j'ai pas eu. En fait, à chaque fois que j'ai signé, j'avais pas d'entretien technique. OK. Je pense que ce serait une erreur que de les refuser. Il y a des gens qui les refusent et qui disent bah non, j'ai pas le temps, je sais pas quoi. Je les ai quand même fait à chaque fois qu'on m'en a demandé d'en faire. Je pense que c'est important de se plier à ce jeu en quelque sorte. Euh, mais voilà, j'ai jamais eu. Enfin, ça fait quelque temps que j'ai pas eu de mission qui a été décidée suite à un entretien technique. Ouais, mais moi j'en ai eu je pense que sur le total de mes missions, il y en a la moitié où on m'a demandé un entretien et l'autre moitié non.
Et sur les 2 dernières années, les deux dernières grosses missions que j'ai fait, à la fois à la BNP, et chez WeConnect, qui est une filiale de Total Energy, j'ai pas eu d'entretien technique qui m'a été demandé, en en fait, là, j'en discutais avec mon manager, chez WeConnect, qui est un gars qui a absolument tout compris. Il m'a dit: «Moi, les CDI, je leur fais passer un entretien tech». Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais le gars démissionne de son ancienne boîte pour venir dans la mienne et qu'ensuite, à la fin de sa période d'essai, on le sort, parce que finalement, il est nul, alors en fait, le gars est au chômage, enfin, il aura même pas le chômage, parce qu'il a démissionné de son ancienne boîte. Ah ouais. Donc, le mec, tu le fous en danger alors qu'il avait un CDI, et cetera. Alors qu'un freelance, bah, ça fait partie de sa life, en fait. Il rentre, il sort, si ça marche pas, tu vois, le freelance prend le risque pour lui et comme c'est assumé, bah, c'est pas très grave, tu vois. Donc, Ouais, je ne refais pas un freelance pour les 5 prochaines années, alors un CDI, oui. Donc, du coup, il m'a dit les freelances, alors qu'on pourrait se dire, on pourrait s'imaginer l'inverse, en fait. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on peut se dire, ah, le freelance, il coûte beaucoup plus cher. Comme il coûte beaucoup plus cher, bah, il vaut mieux s'assurer qu'il va bien faire le taf et tout. Ouais, mais il coûte plus cher, mais pour quelques mois seulement, ou peut-être pour un an, pas pour les 10 prochaines. Tu embauches pas pour les 10 prochaines années et tu n'auras pas à payer une surco si jamais ça fait plus le taf. Donc en fait, il coûte pas si cher que ça. Et donc, ça m'étonne pas que tu me dises qu'en freelance, en fait, on t'ait moins demandé des entretiens tech. En tout cas, ça a été mon expérience aussi. Mais c'est intéressant. Donc, du coup, ouais, première mission de data, donc en 2022, sans donner forcément le nom d'entreprise ou quoi que ouais. ce soit, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était quoi un peu ta mission? C'était du DBT, du Looker, voilà, du SQL. Ok, C'était monter des dashboards pour des users. ok, ouais, donc très j'ai de la donnée à un endroit, il faut l'afficher à quelqu'un qui en a besoin de l'avoir sous un nouveau. Ouais, c'est ça. C'était le poste qu'on peut appeler BI Engineer ou BI Analyst ou Analytics Engineer, tu vois, c'était un peu Ouais, ça. Analytics Engineer, ça dépend des boîtes. C'est un poste qui est en train de monter un peu en France, Analytics Engineer, mais c'est pas forcément connu partout. Mais bon. Là, bon, DBT, qui est une version plus de SQL avec du Jinja templating. Ensuite, du SQL classique, du Looker dans lequel tu fais du SQL aussi. Ouais. Là, c'était une grosse mission SQL. Oui, c'était une grosse mission SQL, ouais. Et c'est intéressant parce que du DBT, tu en avais déjà fait avant. Non, Voilà. Mais ça, non, je c'est un truc découvrais. effectivement, ouais, parce que les gens disent, ouais, il faut connaître toutes les technos, machin, machin. Tu vas être recruté parce que tu es solide techniquement. Et puis ensuite, tu apprendras sur le tas la technique qu'il faut. Parce que sinon, Ouais, tu veux tout apprendre avant même de trouver une mission, tu en as pour longtemps. Après, DBT, je pense que c'est pas très long à apprendre. ouais. Après, je peux comprendre les gens qui disent ça parce que, en fait, c'est pas forcément, enfin, c'est surtout qu'on va les juger sur ça. Hmm. Tu vois, c'est que le recruteur, il va regarder, par exemple, là, j'avais une opportunité, ça date d'il y a quelque temps, d'être formateur DBT dans une boîte qui se lançait sur DBT. Et en fait, j'étais convaincu que ça allait le faire, tu vois, techniquement. Pourquoi? Parce que j'en ai fait sur un nombre de mois assez restreint et qu'en réalité, la force de mon profil, c'est que je suis solide sur les bases. Hmm. Comme j'ai passé pas mal de temps, tu vois, sur plein de sujets différents, etc. En fait, DBT, tu décomposes. Il y a des templates Jinja, comme tu dis. Et ça, en Python, enfin, j'ai fait des trucs beaucoup plus compliqués avec Jinja que DBT. Le SQL, bah, ça va, ça reste une techno, c'est pareil. Et après, ça va être des logiques de data engineering, d'analyse, de bref. En fait, je savais que ça allait le faire, tu vois. Mais en fait, j'étais incapable de me vendre sur ça parce que j'avais juste sur mon CV, j'avais quelques mois d'XP sur DBT et ça le faisait pas, quoi. Ah oui, non, mais du coup, tu auras beau t'être auto-formé toi-même sur ton sujet, ça t'aurait pas plus aidé que ça, parce qu'en fait, les quelques mois que tu as eu, Oui, les recruteurs raisonnent en années d'expérience sur le truc. oui, oui, C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est ouais, plus ouais. facile pour eux parce qu'ils ne peuvent pas te connaître, ils ne peuvent pas juger, donc ils veulent pouvoir dire à leur client final, regardez, je vous ai trouvé un profil parfait qui a 3 ans d'XP sur un poste similaire, et puis alors bonus, si tu as été dans la même industrie, par exemple le retail. Regardez, il a fait du retail 3 ans, genre ça change tout. Mais alors que bon, à mon sens, peut-être il y a des secteurs vraiment compliqués comme la banque où il faut vraiment avoir une connaissance du métier et tout, mais je suis vraiment pas convaincu de ça. Au contraire, je pense aussi que des profils qui ont jamais vu ça, bah, ils peuvent arriver et apporter un œil un peu frais sur, tu vois, poser des questionnements. Donc, pas convaincu, mais il se trouve que d'un point de vue recruteur, avoir un mec qui a fait 3 ans de la techno, plus en plus le même univers retail, ça leur fait un argument à dire. Voilà. Et donc ça, tu peux pas l'inventer juste de toute façon en faisant des formations, je pense. Mais ok. Et donc là, des data engineering depuis 2022. Et donc, ouais, donc tu avais déjà ton expérience de freelance.
ce qui t'a permis un peu de savoir un peu comment trouver enfin, avec ton réseau, ton historique de clients satisfaits, etc. Comment tu t'y prendrais? Donc là, parce que là, ça a été un peu, ça s'est fait au fil de l'eau, mais admettons, tu reprendrais le data engineering from scratch là en 2024. Tu ferais quoi dans quel ordre pour trouver ta première mission? Qu'est-ce que tu apprendrais? Et puis ensuite, qu'est-ce que tu mettrais en place pour être repéré? Ouais. Bah, en gros, si là, tu me donnes tous mes souvenirs, c'est-à-dire en gros tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vu faire, mais pas forcément mes compétences, ni mon CV, ni quoi que ce soit. Tu me mets, là j'ai mon diplôme. Enfin, c'est quoi le scénario? C'est déjà un diplôme ou pas? Ouais, tu as un diplôme, c'est en gros, alors il peut y avoir des personnes en reconversion, mais en gros, que tu aies le diplôme ou pas, parce que tu vois, si tu avais un diplôme d'école d'ingé généraliste, tu as pas forcément les compétences qui vont avec. Donc, tu as un Je diplôme, pense. tu es prêt à travailler, mais il faut que tu solidifies un peu ton bagage de compétences. Qu'est-ce que tu fais? OK, je pense que ça change un petit peu la donne. Je pense que si jamais, j'ai pas de je me reconvertis, j'ai pas mieux aujourd'hui à proposer que de faire une alternance, en gros. Enfin, je sais pas quel est le meilleur, truc qui pourrait me garantir, sinon je sens que je vais patiner, je vais avoir aucune adhérence sur les recruteurs et cetera. Mais c'est un sujet sur lequel je réfléchis, j'ai pas de meilleure réponse que ça. Si, il y a une réponse que je peux donner, c'est que là, j'étais chez, je discutais avec une, personne qui se charge de positionner justement des personnes en reconversion, dans les entreprises, dans le cadre de comment ça s'appelle? De d'alternance, et je lui disais: «Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que les gens signent avec toi?» Et elle me disait: «La personnalité». En un mot, elle m'a dit: «C'est la personnalité». Voilà, je peux pas, plus développer que ça parce que j'ai pas encore creusé la question, OK. mais c'est C'est intéressant. intéressant quand tu dis, que les gens signent avec toi, ça veut dire qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qu'il y a des entreprises Ouais, qui acceptent de prendre, telle personne en reconversion en c'est ça. alternance? OK, Oui. d'accord, et là, donc tu es jugé sur, est-ce que tu es motivé, dynamique, est-ce que ouais, OK. C'est Bah, parce qu'en fait, tu peux ouais. en même temps, c'est logique parce que tu as 0 compétence, enfin, tu es censé avoir 0 compétences techniques. Tu les as peut-être parce que tu as bossé chez toi et cetera, mais du point de vue du CV, tu peux pas vraiment les afficher. Et d'ailleurs, en fait, ça n'aura quasiment aucune valeur de dire, «Ah, j'ai fait un bootcamp ceci, j'ai fait un bootcamp cela». Ça, c'est pour toi, c'est ce que toi tu sais, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Ah d'ailleurs, si, peut-être un élément, de réflexion parce que c'est un sujet qui me fait réfléchir, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui marche beaucoup dans la tête des gens qui décident, donc soit que ce soit un recruteur qui te fait passer au round suivant ou un manager d'entreprise, ça va être des projets perso, mais pas forcément n'importe quel type de projet perso, des projets perso qui ont enfin, dans lesquels il y a des users, dans lesquels tu as un impact. Hem, Par exemple, moi, quand j'étais, quand je recherchais mes stages et que je gérais le réseau de la résidence étudiante, bah, ça, c'était quelque chose que je pouvais mettre en avant. Parce qu'en fait, il y avait des users. C'était pas: «Je monte un serveur dans mon coin et j'essaie de faire que ça marche». Hem, ou alors, bah, voilà, je suis président de la junior entreprise de l'école. Ça, en fait, ça a une espèce de valeur impact qui, au-delà de peut-être que je prenais aucun projet, tu vois? Peut-être que j'étais juste, un mec qui faisait des réunions, mais ça avait un impact dans la tête des gens. Donc si, vous êtes chaud pour faire des projets perso, moi je pense que, enfin, en fait, si je devais refaire un projet perso, quitte à choisir, ce serait un sur lequel je pourrais avoir un impact chez des utilisateurs et de préférence sur un grand nombre d'utilisateurs, pas sur juste 2 ou 3. Voilà. Mais globalement, je pense que ce sera assez difficile, ce truc-là, et après l'autre volet, bah, c'est le côté, la personnalité. Mmh. La nana, elle me disait, ouais, bah, il y a des gens qui sont un peu plus, heu, tu vois, je sais plus exactement ce qu'elle me disait, mais bref, la personnalité, quoi. OK. En gros, Non, mais c'est assez essayer intéressant, ouais. voilà. Ouais, ouais, excuse-moi, il y a encore ce lag, mais c'est assez intéressant parce que ça me fait j'ai interviewé pour le programme Data Upskilling là une série de recruteurs pour ajouter un élément au programme, parce que j'avais interviewé des recruteuses RH, pour la partie CV, comment ils pour qu'elles montrent à tout le monde comment, ils font le filtre des CV, le filtering pour aider les gens à faire Mmh, des CV techniques, mais j'avais pas fait de mmh, séquence sur, comment réussir les entretiens, et toutes les personnes, j'en ai interviewé 5 de domaines très différents avec des parcours très différents. Il y en a qui sont originairement de la tech, d'autres reconversions, d'autres machin.
Parcours différents et puis expériences différentes, et puis ils ont recruté pour des postes différents, mais toutes sont unanimes pour dire que bah, humainement, si ça passe pas, t'as beau être le meilleur techniquement, tu seras pas pris, quoi. Parce qu'ils cherchent un Ouais, profil pour intégrer une équipe, et tu veux pas forcément être star, mais tu veux quelqu'un qui va être capable de bâtir avec l'équipe, et donc ils sont d'accord avec ce point sur la personnalité, donc ça fait encore une personne en plus qui le dit. Je pense qu'au bout d'un moment, les indices, ça prime un petit peu ce qui est un peu ouais. compliqué parce que la personnalité, bah, tu peux pas, en théorie, faire grand-chose. Donc, je pense qu'il faut, ouais, C'est du travail de longue haleine. Après, on approche des entretiens. je pense avoir pas mal changé. Enfin, je pense être l'exemple de quelqu'un qui a pas mal changé au fil des années et ça se travaille. Ça mettra pas 2 semaines, mais Que quand tu dis changer, que dans quel sens et comment tu t'y es pris? Enfin, si quelqu'un se dit, bah, moi, je suis un peu timide, un peu réservé, ou alors un peu froid, pas parce que j'aime bien le froid, mais juste on me l'a déjà dit, j'en ai conscience. Donc, tu vois, ce genre de choses, qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Est-ce que déjà tu l'as fait consciemment? alors ça, je m'attendais pas à cette question, tu vois. Par contre, je pense qu'il y a quand même des éléments. Ouais, alors le fait de réussir des choses, tu vois. Parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi à l'époque. Et tu vois, quand j'étais en asso étudiante là, finalement, j'ai fait des projets qui étaient d'envergure assez petite. Et le fait d'en réussir, ça me donnait qu'une envie, c'est d'aller chercher un projet plus ambitieux. Donc voilà, donc je pense déjà faire des choses qui te font réussir, ça te fera prendre confiance. Enfin, ça va débloquer énormément. Ça va être une chaîne de conséquences qui va avoir des effets sur ta personnalité. Hum, quoi d'autre? Euh, Réussir à vendre des choses. Ça, c'est marrant, mais dans mon expérience, en gros, j'ai eu l'occasion de monter un centre d'escape game. Mmh. En plus de tout ça, voilà, c'était une parenthèse pro, mais en gros, ça m'a forcé à devoir vendre des choses. Aujourd'hui, bah, finalement, quand j'écris sur LinkedIn, ce que je vends, c'est moi-même. Mais voilà, je pense qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui a déjà dû vendre des choses et quelqu'un qui n'a jamais eu à le faire, tu vois. Et je pense que c'est un atout dans la tech parce que bah, pour le coup, tu vas vachement plus te différencier de toutes ces personnes qui n'ont pas eu à les vendre. Et je peux pas développer parce que ça prendrait pas mal de temps, mais en gros, l'idée c'est que en ayant cet état d'esprit de se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour que, en quelque sorte, ça se vende, puisqu'en fait, en entreprise, c'est ça qu'on fait, hein. Enfin, désolé de casser les rêves, genre, c'est pas forcément de découvrir des nouveaux algos, c'est bien, mais ça a toujours un but derrière, ça va être de vendre, hein. Euh, En fait, le décideur, il va être sensible à ça, il va être sensible à cette logique. Carrément. Donc, ouais, donc vendre des choses, je pense que ça change les gens. C'est hyper intéressant. Il y a 2 choses. Le fait de réussir des choses, même d'envergure assez petite, ça me donnait, envie de faire quelque chose de plus ambitieux. J'ai noté ça. C'est documenté ça, c'est pas juste le retour de Jean-Baptiste Mmh. aujourd'hui. Si vous lisez The Power of Habits de Charles Duhigg, il en parle beaucoup, du fait, il appelle ça notamment les quick wins, le fait de faire une petite réussite, ça vous met sur un cercle vertueux qui va vous donner envie d'encore en faire davantage. Et il y a aussi The Procrastination Equation du docteur Pierre Steele, qui lui explique que bah, les gens qui sont dans des cercles vicieux où en fait ils font plus rien, du coup comme ils font rien de la journée, bah, ils sont anxieux, du coup ils dorment mal, mais du coup le lendemain comme ils ont mal dormi, bah, ils font rien. En fait, il dit s'il faut se remettre des objectifs qui sont tellement petits que vous êtes sûr de les atteindre, Mmh. et si vous êtes tétanisé à l'idée d'attaquer votre tâche, c'est parce qu'elle est trop grosse. Donc réduisez-la. Et il donne l'exemple des scouts. Et il dit les scouts, c'est un textbook de ça, parce qu'en fait, les scouts, tu as un badge pour tout et n'importe quoi. Quand tu as réussi à faire ton premier feu, bah, tu as un badge. Tu vois. Moi, j'en sais rien, j'ai jamais fait les scouts, mais il donne l'exemple et il décrit assez bien le truc. Il fait en fait, les scouts, c'est tout un mode et vous n'êtes pas obligé d'aller vous foncer les scouts catholiques. Il y a plein de trucs de scouts agnostiques, sans religion, etc., qui existent en France. En tout cas, ce que lui, il explique, c'est que pour les enfants, c'est hyper bien designé parce que c'est designé pour te faire sortir de ta zone de confort, mais par tout petit palier, tu vois. On va pas te faire faire des trucs de ouf. Et donc ça, c'est intéressant parce que tu as dit ça, et c'est vrai que euh, c'est pas juste toi qui le dis, quoi. Ça, c'est vraiment documenté. Et ensuite, le fait de vendre des choses. Alors ça, c'est le plus difficile parce que faut avoir une idée de qu'est-ce que tu pourrais vendre. Là, en plus, tu vas te prendre de rejet.
Oui, Et donc ça fait toujours un peu mal. Et en revanche, ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout que au moins être à minima, même si vous jamais rien vendu, être à minima en capacité de comprendre que, le monde ne tourne pas autour de vous et donc l'entreprise n'est pas en train de vous recruter. Genre, elle vous a pas choisi vous ou choisi le gars d'à côté. L'entreprise et la personne qui vous a en face de vous, elle a juste un problème et elle cherche une solution à son problème. Plutôt ça. Et effectivement, si vous êtes capable de comprendre ça, bah, vous allez beaucoup plus vous différencier d'autres personnes qui sont juste en train de dire: «Ah oui, bah, vous inquiétez pas, je suis bon en Python». Je m'en fous, en fait, je veux pas vraiment un gars qui est bon en Python, je veux, un gars qui me solutionne mon problème. Et ça, je pense que le fait de vendre, oui, ça aide à oui, te mettre en fait, la vente, c'est de l'empathie. oui. Les gens pensent que la vente, c'est, arnaquer les gens, mais non, c'est faire leurs problèmes. Voilà. Mais après, effectivement, c'est difficile de trouver des contextes dans lesquels tu peux vendre des choses, mais je suis sûr que tu peux en trouver. Et par exemple, tu peux vendre des choses gratuitement. C'est mine de rien pas aussi simple qu'on pourrait le penser parce que bah, si c'est gratuit, on peut se dire que c'est pas forcément de bonne qualité. Mais par exemple, rien que écrire, je sais pas moi, un post, enfin un PDF dans lequel tu dis voilà comment faire telle chose, tu vois, une méthode en 5 points, je sais pas quoi, là, un WikiHow, Ouais, le poster sur un groupe Facebook quelconque, même, enfin, tu vois, quelconque, que ce soit la tech ou pas, et réussir à faire en sorte que les gens like et disent ah bah je l'ai lu et c'était sympa et tout, quelque part t'as vendu ton truc. Il faut que tu clairement. crées un post, il faut que tu trouves un titre à ce PDF, etc., etc. Et ça peut être une façon de vendre des choses. Bah, déjà rien que ça, Ouais, ouais. en fait, ça prouve que si tu as réussi à faire lire à quelqu'un ton truc, donc ça peut être aussi, faire un article Mm. sur Medium et convaincre des gens d'aller dessus. Oui, ça peut être sur Medium. Que Ouais. tu as réussi suffisamment à te mettre à la place d'une personne pour l'intéresser et faire en sorte qu'elle aille lire ton truc. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas voulu, parce que comme tu l'as dit un peu, enfin, c'est exactement ça. La raison pour laquelle c'est pas gratuit, même si vous demandez pas d'argent, c'est que, bah, vous demandez à la personne de sacrifier un peu de son temps. Et donc si donc vous l'avez convaincu de faire quelque chose, donc au final c'est un peu de la vente finalement. Bon, c'est pas tout à fait de la vente, mais ça peut être assimilé parce que vous avez réussi à vous mettre suffisamment dans ses ponts pour lui proposer un truc qui lui donne envie de sacrifier un peu de son temps pour lire ce que vous avez à raconter. Donc c'est vrai que vu comme ça et ça c'est vrai que c'est assez intéressant. Est-ce que tu aurais d'autres, donc là on a parlé de ta reconversion. C'est quoi ton plan d'action là en ce moment en tant que Jean-Baptiste Brown, 6 ans d'XP, pour te préparer pour les 4 prochaines ou les 5 prochaines années, pour être, encore, au top dans ton domaine d'activité? Euh, ouais, alors j'avais pris mes notes, je reprends mes notes parce que en gros, il y a un truc qui est intéressant à noter dans la tech, c'est que on voit il y a des périodes de contraction, il y a des jobs qui sont dans lesquels c'est plus difficile d'être recruté, etc., etc. Il y a des vagues de départ. Mais il y a quand même des trucs qui résistent à la crise. Et ces trucs, c'est la enfin les deux postes qui sont parmi les plus résistants, c'est la data engineering et le DevOps. Mmh. Donc en gros, mon objectif, ça va être de me rapprocher de ces trucs-là. Donc en fait, de conserver un pied dans la data, dans la tech, dans la programmation, mais justement en essayant aussi de me rapprocher de tout ce qui va être infra, DevOps, plateforme, tous ces termes-là, quoi. OK, intéressant, ouais. Mmh. Et pourquoi? Enfin, si ça t'intéresse que je peux te donner un mot sur le pourquoi. Ah bien sûr, ouais, carrément. Ouais. Euh, donc, parce que c'est des postes sur lesquels tu peux, enfin, avec les clouds aujourd'hui, tu peux lancer des clusters de ce que tu veux très rapidement. Et si tu es capable de le faire de façon efficace, avec les bonnes pratiques, etc., etc., ça va beaucoup intéresser les entreprises. Mmh. Donc, il y a un peu dans la data, il y a plusieurs voies, hein. Il y a la voie, on va dire, scientifique des modèles, il y a la voie analytique, les dashboards, tout ce qui va être data viz, etc. Et il y a aussi un peu la voie plateforme ou appelez-la comme vous voulez, quoi, en gros. Mais c'est celle qui va construire des choses. Et bon, voilà. En tout cas, je pense qu'elle a encore pas mal d'avenir. Et donc, c'est ça que j'aimerais un peu creuser. OK, donc toi, c'est plus la voie, on pourrait appeler ça la voie infra finalement, infrastructure. Ouais, c'est ça. La voie cluster, la voie infra, la voie framework, tu vois. Enfin, voilà. OK, ouais, c'est intéressant. Parce que moi, c'est typiquement tout ce qui m'intéresse moins, tu vois? Mais, je suis forcé enfin, je me suis toujours appuyé dans mes missions sur les mecs qui étaient experts de tous ces trucs-là.
pour, dès que j'avais un souci, ou une question, une problématique, aller les voir et puis, me débloquer. Parce que c'est ce qui m'intéresse un peu moins, mais je constate effectivement que c'est assez handicapant. Ça peut être assez handicapant au quotidien de devoir, là, on avait un gars, assez calé, il avait un profil à la fois, data engineer et DevOps et donc lui, il nous a set-up, des environnements, Databricks pluggés sur S3 et cetera. En fait, c'était assez handicapant parce que lui, dès qu'il était malade ou en congé, bah, tu vois, tu pouvais potentiellement le Mmh. bloquer, quoi. Et il y avait pas de numéro 2 capable de remplacer ce gars-là et donc effectivement, ça a un double avantage, c'est que, bah, du coup, tu deviens le monsieur sans qui, si t'es pas là, ben, en fait, rien ne se passe. Donc en fait, tu es indispensable à l'entreprise, donc tu vas avoir du boulot pour très longtemps dans cette boîte. Puis tu vas être, comment dire? Jugé comme étant, tu vois, un profil un peu clé et tu vas avoir beaucoup plus d'offres parce que je pense que c'est la voie qui intéresse peut-être un peu moins les gens Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. et Et donc ça c'est un peu pour la partie technique et après sur la partie, enfin il y a aussi, le côté, tech lead qui m'intéresse pas mal. mmh, Donc creuser ce poste-là, j'ai des bons retours, enfin je pense avoir, une carte à jouer sur ça, donc ça va être aussi quelque chose qui va m'occuper et globalement, en fait progresser un peu sur tout ce qui va être hard skills et soft skills. Je sais qu'il y a des gens qui vont être, repoussés par ça, qui vont plutôt dire: «Bah non, moi, je veux être expert de mon truc et être dans mon coin». ouais, mmh, Bah, pour le coup, mon but, ça va être aussi de me différencier de ces personnes-là, d'être capable de, bah, d'expliquer à des gens, de rendre des équipes indépendantes et enfin tout ce que tu peux imaginer, quoi. ouais, c'est ça. Après ça monte, il y a 2 écoles, hein. Il y a celui qui veut qu'on le laisse tranquille et surtout pas avoir de réunion et cetera. Puis il y a la Ouais. personne qui s'oriente plus vers le management. Chacun à sa place, c'est une bonne chose. Ton plan pour, par exemple, tech lead, c'est quoi que tu mets en place pour essayer de progresser vers ce type de rôle? Tu as une stratégie, bien définie ou c'est un peu Bah, déjà, ça va être de refuser toutes les missions enfin, qui n'ont pas cette, casquette-là. Ça me ça me cause pas mal de soucis parce que finalement, il y a beaucoup plus de missions qui ne sont pas, tech lead que de missions tech lead. Donc c'est assez, difficile de jongler avec ça, mais pour l'instant, ça va, je m'en sors et et après, en fait, ça va être de ouais, en fait, bah, tu vois, par exemple, le LinkedIn en soi, c'est en fait, il y a des gens qui vont dire, «Quoi? Encore un mec, qui se la raconte et en fait, qui est pas forcément plus compétent que nous». Bah, en réalité, je pense qu'au contraire, m'être mis à écrire sur LinkedIn, ça m'a transformé. Parce que ça m'a forcé à me mettre dans une posture, tu vois, qui était pas, dans laquelle j'étais pas à l'aise, de parler à des gens, d'écrire, tu vois, de comprendre pas mal de choses qui sont des soft skills en réalité. ouais, effectivement, parce que l'écriture, c'est vrai que écrire, les gens pensent que, ouais, ils font tous du bullshit, c'est hyper facile. Moi aussi, je Ouais, va faire un post qui dépasse les 20 likes, parce que faut enfin, tu sais, ça ouais. demande d'être capable de synthétiser ses idées et ça, c'est Mmh. une vraie force, même quand tu écris de la doc, d'être capable de: «J'ai une idée, je la passe en, 3 lignes au lieu de 3 paragraphes» et vous allez voir que personne qui se met à l'écriture, vous écrivez pendant un an, faites un post LinkedIn pendant un an, si vous avez pas envie de parler ni de TJM, ni de faire des mèmes, bah, faites que des posts techniques si vous voulez. Revenez un an plus tard, vous allez relire vos posts et vous allez dire: «Bon, vous allez trouver ça OK». Oui, oui. Et l'écriture, en fait, le fait de communiquer et c'est con, hein, il y a un gars qui s'appelle, Jocko Willink, c'est un Navy Seals c'est un ancien officier des Navy Seals qui avait participé à la guerre, en Irak et en Afghanistan. Et ce gars-là, il expliquait dans une interview, c'est un Américain, il expliquait que quand il a fini son école des Navy Seals et qu'il est retourné faire un master, à la fac pour monter parce que pour devenir officier, il fallait avoir un diplôme ou un truc comme ça. Il expliquait qu'il a pris un master en, littérature anglaise et en creative writing ou un truc comme ça, donc écriture créative ou que sais-je. Alors que tu pourrais te dire: «Bah, pourquoi il a pas pris un master en management? Parce qu'officier, tu vas être manager et tout ça». Et lui non, il a pris anglais parce qu'il voulait hyper performer sur ses compétences en communication et être capable de transmettre Mmh. ses idées le plus simplement, le plus clairement, et le plus de la manière la plus efficiente possible. Et c'est vrai que, bah, typiquement, tu es tech lead, tu dois transmettre des idées, tu dois pouvoir partager, donc ouais, c'est vrai que ça peut être une piste. Heu, refuser les missions qui n'ont pas cette casquette, c'est, bah, ça, c'est un truc qu'on ne peut faire que quand on a la chance de pouvoir le faire, on va dire, donc je sais pas si c'est un conseil qui est applicable à tout le monde. En revanche, essayer de communiquer et donc ceux qui n'ont pas envie, parce que
LinkedIn, je peux comprendre. Vous avez l'impression que tous vos collègues vont vous voir, ils vont se moquer ou ils vont vous juger, etc. Vous avez peut-être pas envie de faire ça. Faites un blog. Faites un blog technique. Ce ne sera pas lu par des millions de personnes, mais ça vous force à synthétiser vos idées. Et ouais, et comme ça, après, bah, et puis le fait quand on explique quelque chose à quelqu'un, même une personne qui est pas vraiment là, parce que quand tu écris un blog, tu es pas en train potentiellement t'expliques un lecteur, mais tu sais pas s'il arrivera un jour sur ta page, mais ça te force à découvrir des zones d'ombre que tu n'avais pas découvertes jusque-là. Parce que tu dis: «Ouais, mais attends, il va me dire, là, j'ai pas compris la question, j'ai pas compris ce que tu racontes». Tu es obligé d'aller chercher. Moi, quand j'ai écrit mon guide, mon tutoriel sur Git, qui a été partagé des milliers de fois, il y a des head of data qui l'ont partagé à leurs équipes et tout ça. Quand je l'ai écrit, il y avait des trucs où je me disais: «Ouais, mais attends, pourquoi ça marche comme ça, en fait?» Et je ne le savais pas moi-même. Du coup, j'allais voir et je créais une sous-page en dessous et ça permettait de, bah, voilà, découvrir le truc et en fait, tu t'améliores en faisant ça. Je pense que c'est un très bon conseil là que tu donnes là-dessus, sur la partie, écrire là pour le tech lead. Ah ouais, ouais, non franchement enfin l'écriture technique, ça va bon après évidemment, en fait, il y a tellement de compétences sur lesquelles tu peux t'améliorer Mmh. qu'en fait, c'est une question de priorisation. Exactement, ouais. En tout cas, la question c'était: «Qu'est-ce que toi tu vas faire?» Moi, c'est ce que je souhaite faire et je sais que j'ai beaucoup de progression à faire encore sur ça, tu vois? J'en suis qu'au début, en fait. Ouais, mais de toute Tout façon, tout on s'arrête jamais d'avoir des sujets sur lesquels on peut progresser. et tu vois, même par exemple, je vais aussi lire d'autres posts de personnes qui justement parlent de, on va dire, de trucs soft skills, tu vois? De sujets qui sont pas forcément de la tech pure, Mmh. où je vais écouter des podcasts ou des trucs comme ça qui vont me faire réfléchir. Voilà. Et tu as des idées de justement de lecture, que ce soit des livres, des posts ou des podcasts, que tu veux partager, Mmh, que toi tu regardes en ce moment en termes de bouquins ou autre? heu, ouais, bah, alors bon, bah, Thibault Louis, ça va être, peut-être un compte LinkedIn à suivre sur, voilà, en fait, c'est marrant parce qu'il a une approche qui va être extrêmement polarisante, mais je trouve que c'est une approche qui est intéressante, qui te fait réfléchir et qui te fait, en tout cas moi, qui m'a fait progresser. Donc, un compte sur LinkedIn à suivre. En podcast, alors bah, un truc qui est quand même assez proche de la tech, mais qui m'a pas mal, fait prendre de recul, c'était, le podcast de Terry Michel, alors qui est absolument inconnu. Ouais, non, c'est absolument inconnu. Je crois que ça s'appelle Just a Click. En gros, c'est un gars qui est product manager et qui a lancé son podcast, bah, pour se faire connaître et trouver ses missions, quoi, en gros. C'est en français? Ouais, c'est en français, ouais. Thierry En fait, Michel, Just a Terry Click, c'est ça? Michel, ouais. Comment? OK, je vais noter ça, ouais. Et c'est intéressant parce que Bon, tu vois, tu donnes des ressources qui sont hors, data, mais finalement, c'est peut-être ça qui permet de s'ouvrir parce que le product management, finalement, dans la data, on ship des produits et donc ça peut être intéressant de suivre des gens qui font du product management. ouais, c'est ça, mais bah, en fait, il fait un podcast, PM, mais PM tech, orienté tech et en fait, pour le coup, heu, le product management, que tu sois dans la data ou pas, en fait, bon, c'est un peu la même chose, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu entends des gens qui sont au product parler de leur métier. Mmh. Et du coup, ça te force à prendre un autre regard sur ces postes-là, avec lesquels c'est des gens avec lesquels tu parles au quotidien. Hem, voilà, donc après, ils vont t'expliquer leur méthodologie et tu vas découvrir des choses comme par exemple le fait que, en gros, enfin, ce que j'avais découvert dans ce podcast, c'est qu'en gros, la notion de DevOps, enfin, la philosophie DevOps ou le rôle de DevOps, c'était en réalité un peu similaire à, enfin, c'est ce qu'on appelle du business to employees, du B2E. Tu vois, il y a le Mmh. B2C, le B2B, et il y a aussi, bah, ce qu'on peut appeler le business to employees. Mmh. Et comme j'ai toutes ces notions, de business que j'ai pu acquérir, enfin, à diverses occasions, en fait, ce déclic, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Bah, du coup, si je fais du DevOps, en fait, il faut pas que je fasse forcément directement du delivery. J'ai aussi une phase dans le product qu'on appelle la phase de discovery. Bref, je n'ouvre pas la parenthèse, mais voilà. Du coup, ça m'a permis de me dire: «Ah attends, en fait, il y a un truc là», voilà, Ouais, et de c'est créer des ponts entre les disciplines, quoi. ouais, OK. Mais ça aide ensuite à être beaucoup plus bankable, en tant que freelance parce que les gens à qui tu vas parler, c'est tout autant des gens qui sont dans le product, ou des managers que des techs et donc ils se disent: «Ah enfin quelqu'un enfin un tel qui parle un peu mon langage».
c'est intéressant que tu donnes Mmh. finalement des ressources un peu extérieures. Et t'es pas le premier à faire ça, hein. J'avais fait une interview avec Mohamed Lemine Bedia, qui est Head of Data dans le groupe M7, donc c'est le groupe Canal+ et autres, travaille au Luxembourg. Et il avait cité 2 bouquins dans l'interview, et les 2 bouquins, c'était pas des bouquins tech, c'était How to Make Friends and Influence People de Dale Carnegie, Mmh. et le deuxième, c'était The Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Covey, qui sont 2 bouquins un peu références aux États-Unis qui existent depuis 30 ans et qui sont et qui les 2 en fait finalement parlent aussi un peu de cet aspect empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre, parler son langage, etc. Donc c'est finalement on retrouve un peu ça. Super Et alors intéressant. Un dernier conseil à partager, une dernière. ouais, j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire. Un truc qui peut être accessible un peu à tout le monde, parce que là, c'est vrai que bon, lire des livres, écouter des podcasts, bon, écouter un podcast, franchement, ça se fait pendant la vaisselle ou, enfin, il y a forcément des tâches pendant lesquelles tu peux écouter un truc. Euh, mais un truc qui est accessible un peu à tout le monde, si t'es déjà dans une entreprise, ça va être de enfin, c'est un peu un challenge, quoi, ça va être de devenir pote avec les gens des autres services. Mhm. Enfin, tu vois, d'essayer d'aller discuter avec eux. Et en fait, ça, c'est un automatisme que j'avais eu assez rapidement. J'avais un CTO qui m'avait dit, bah, en fait, sur un groupe de 50 tech, quoi, qui m'a dit, en fait, t'es le premier à descendre à l'étage du support, quoi. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben, en fait, les gens le font pas. Sauf qu'en fait, le fait d'avoir fait ça, j'avais compris toutes leurs problématiques, et quand je devais résoudre des tickets du support, c'était beaucoup plus fluide. Donc, en fait, même pour moi, ça me faisait moins de travail. Euh, donc, ouais, en fait, essayer d'aller parler avec les gens des autres services, pas juste de leur envoyer un message dans le chat, aller les voir. Ça demande de pas être en full remote ou voilà, enfin, ça demande quand même un peu de présentiel, sinon ça marche moins bien. Et l'autre défi, ça peut être de devenir, alors pour ceux qui sont dans des ESN ou qui enfin qui sont freelance, on va dire, mais avec des commerciaux, ce serait de devenir pote avec votre commercial. Ça, c'est un vrai challenge. Enfin, devenir pote, voilà, enfin, je veux dire, aller boire un verre, tu vois, ou faire un déj, mais essayer de se rapprocher de cette personne et essayer de façon authentique comprendre ses problématiques. Voilà. Et en fait, ça fera progresser. Enfin, moi, ça m'a fait progresser de faire ça. Hyper intéressant. Ouais, je suis content de t'avoir demandé un mot de la fin parce que ouais, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais c'est un très bon conseil, je pense. Euh, ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je mettrai les ressources en lien sous la vidéo. Et puisque je parle de ressources, tu es en train justement, parce que là, tu viens de parler des ESN, tu es en train de créer peu un guide. Tu avais fait un post LinkedIn là-dessus il n'y a pas longtemps, un guide pour mieux négocier avec les ESN, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en gros, bon, dans ma stratégie aujourd'hui, c'est un peu une stratégie de me dépasser. Enfin, du coup, d'aller chercher des missions plus difficiles, mais aussi, du coup, mieux rémunérées. Et en gros, je pense avoir appris pas mal de choses sur le chemin, sur bah, comment négocier, comment tout ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, même en étant en freelance, tu vas forcément devoir avoir affaire à des ESN. Et, et peut-être un truc que je ferais, tu vois, qu'il y a 8 ans, j'avais pas fait, c'est que si je devais commencer mon premier taf, je chercherais une bonne ESN. Une ESN, Hmm. pas une ESN genre parmi les grosses que vous connaissez déjà, mais probablement une ESN que vous ne connaissez pas aujourd'hui, qui est un peu plus petite, qui sera de bien meilleure qualité, et voilà, enfin en gros, chercher une ESN. Et donc en gros, ce que je me rends compte, c'est que tout le monde crache sur les ESN pour des raisons qui sont pas forcément. Enfin, il a certaines ESN qui, oui, enfin, franchement, c'est nul, quoi. Il y en a plein d'autres qui, en fait, qui apportent les meilleures affaires du marché. Et je le pense vraiment. Je pense que Malte, c'est bien, mais c'est pas forcément. Ça s'explique tout ça. Donc oui, alors je sais plus quelle était ta question. Oui, je suis en train d'écrire Non, ça. Je suis non, en train de... c'était juste pour rebondir sur ce guide, c'était pas vraiment une question, en gros, parce que je vais mettre toutes les ressources sur la vidéo. Et donc ce guide, alors je sais pas s'il sera sorti d'ici à ce que la vidéo sorte. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tally où les gens qui veulent en savoir plus justement sur la manière dont on peut trouver des missions avec les ESN et puis négocier avec elles, etc., avec les petites ESN un peu méconnues, euh, vous pourrez recevoir ce guide. Enfin, vous pourrez vous préinscrire avec le Tally, ou bien vous allez suivre. De toute façon, je vais aussi mettre le lien vers ton profil LinkedIn. Les gens pourront te suivre et retrouver cette ressource.
Ça, je pense avoir avec, ça fait quand même quelques années que je suis en indep. Ça fait pas mal d'entretiens que je fais. Je pense avoir une méthode qui tient la route et qui est assez efficace. Donc voilà, je partage tout ça dans un bouquin. Bah écoute, ouais, on mettra la ressource. Si elle n'est pas live d'ici là, au lieu de mettre la ressource, on mettra un talis où les gens peuvent s'inscrire pour être au courant de quand elle sort. Ouais. Et voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir accepté de participer à cette édition. Euh, nous, on se revoit bientôt. Et puis, bah, pour tous ceux qui nous ont écoutés, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et je vous mets toutes les ressources dont Jean-Baptiste a parlé sous la vidéo. À demain. Merci Benjamin. Ciao, ciao.